Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Alors, je suis Sheikh Samba Mahaman, je suis Senior Solution Architect chez Amazon Web Services. Ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je travaille chez Amazon Web Services et aujourd'hui, je vais vous présenter une session sur les stratégies de données pour l'IA générative. Donc, la présentation sera d'environ une demi-heure, plus ou moins. Et l'objectif aussi, c'est que vous puissiez poser vos questions. Je répondrai aux questions à la fin de la session notamment, mais n'hésitez pas à poser vos questions en live. OK? OK. Donc, euh, sur cette session, alors les slides sont en anglais, mais la présentation sera en français. Ce sont des slides corporate, donc elles sont en anglais. On va regarder c'est quoi le rôle des données dans un process de développement d'une application de Generative AI. On va regarder les différents patterns qu'il y a sur le développement et le déploiement d'applications Generative AI. Et on va en fait faire un deep dive sur certaines use cases, notamment ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation ou RAG. Ce sont des concepts qu'on va clarifier un peu plus tard dans la session. Et globalement, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça change et quelle est on va dire, l'importance d'avoir vos propres données lorsque vous faites une approche de Generative AI. Alors, chez Amazon Web Services, on travaille avec énormément de clients. Personnellement, j'ai la chance de travailler avec pas mal de clients au niveau de l'Afrique, mais également au niveau de Middle East. Et vraiment, ce qui va faire la différence entre les différents clients lors de l'utilisation de modèles de Generative AI, ça va être vraiment la donnée. Aujourd'hui, le différenciateur sera la donnée. Si vous prenez de manière générale, aujourd'hui, tout le monde a accès à quasiment tous les modèles, les mêmes modèles, que ce soit des modèles de type Claude sur Anthropic, OpenAI, ChatGPT, que ce soit des modèles Amazon de type Titan ou Nova. Tout le monde peut avoir accès à la donnée, au même modèle de Generative AI. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être vraiment l'aspect données. C'est là où vraiment la valeur va être ajoutée pour chacun de nos clients. C'est là où vous allez trouver de la valeur parce que vous allez pouvoir utiliser votre modèle de manière spécifique. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de données? Ça implique plusieurs choses. Ça implique des choses comme étant le stockage des données. Comment est-ce que je stocke mes données, que ce soit des données de type structuré ou non structuré, c'est-à-dire de type base de données ou de type fichier. Comment j'accède à différents types de bases de données, comment j'accède à de l'analytique ou à des data lakes, etc., etc. Comment je fais une intégration de différents services. Et comme je le disais, vraiment, le différenciateur, c'est la donnée. Quand vous prenez, c'est là où on va regarder deux types de Generative AI, de Gen AI pour simplifier. On va parler de ce qui est la Generative AI générique, c'est-à-dire globalement, c'est j'utilise un modèle, je vais me connecter en ligne pour simplifier, parce que je sais j'imagine qu'il y a pas mal d'utilisateurs de ChatGPT. Je me connecte sur ChatGPT et globalement, qu'est-ce que je fais sur ChatGPT? Je commence à lui poser des questions. ChatGPT, à ce moment-là, n'a été entraîné que sur des données Internet. Et quand vous prenez des entreprises notamment, si le boulot a été bien fait et que les données des entreprises ont été bien protégées, ben, en fait, le modèle il n'a pas été entraîné sur ces données-là. Donc, il ne connaît pas les spécificités de ce domaine-là. Et donc, comment en fait on améliore, on fait ce qu'on appelle donc maintenant une générative AI différenciée, c'est-à-dire que globalement, on donne plus de contexte au modèle sur des choses comme les utilisateurs, le business et tout ça. Quand je parle de clients, je vois beaucoup de gens qui nous disent: «Oui, mais moi, quand je fais ChatGPT, j'upload mes fichiers dessus, je l'utilise». C'est un bon début, c'est la première étape de ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, mais ce n'est pas optimisé, en fait. Il y a des manières mieux plus optimisées de pouvoir, faire ce genre de choses. Alors la première question, voilà, donc c'est globalement comment est-ce on donne ces données-là à nos applications? De manière simple, comment est-ce qu'on donne, ces données à nos applications? Alors, bah, de manière simple, quand vous avez un utilisateur qui fait, une requête simple, vers un LLM, donc, un modèle, un large language model, donc, il va faire une requête simple qui va envoyer à son application. C'est-à-dire que si vous développez des applications en interne, aujourd'hui, beaucoup de gens foncent directement vers
utilise globalement pour simplifier, vous pouvez regarder ça comme étant l'interface ChatGPT. J'utilise beaucoup ChatGPT parce que j'imagine que c'est ce que beaucoup de gens connaissent. Mais globalement, vous faites votre requête vers lui de ChatGPT, vous rentrez vos commandes, vos questions et tout ça, et derrière, en fait, il envoie la requête vraiment au modèle qui est hosté sur le cloud. Le modèle va répondre et globalement, vous allez avoir la réponse au niveau de votre page. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire le modèle va être inféré par l'application. Donc j'envoie ma requête, la requête est envoyée au modèle, le modèle répond et la réponse est envoyée à l'utilisateur. Donc ça, c'est de manière générale comment est-ce qu'on fait une application avec un truc de Generative AI générique. Là, maintenant, on va parler de Generative AI différencié. Qu'est-ce que ça veut dire, Generative AI différencié? C'est un peu la même chose. Globalement, c'est d'abord, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir de la Generative AI différenciée? Parce que globalement, premièrement, est-ce qu'on aimerait, par exemple, envoyer des requêtes spécifiques ou des instructions spécifiques au modèle? On va avoir des exemples tout à l'heure, mais par exemple, quand vous écrivez vous envoyez une requête au modèle, vous pouvez lui donner des informations supplémentaires en lui disant, par exemple: «OK, bah, écoute, tu vas te comporter comme étant un analyste financier et tu es spécialisé dans la réponse à X, Y, Z ou dans l'analyse financière des marchés, pardon». Et donc grâce à ça, en fait, vous donnez un premier contexte au modèle. Donc c'est ce qu'on appelle les instructions et de manière générale, en fait, il y a des bonnes pratiques qui permettent en fait de stocker ce qu'on appelle le prompt. Globalement, c'est l'ensemble des requêtes. Plus votre prompt sera détaillé, mieux le modèle pourra l'utiliser pour répondre aux questions. Donc, c'est aussi une bonne pratique de sauvegarder ces prompts avec une technologie qu'on appelle les prompt templates. Donc, globalement, vous sauvegardez. Alors, les gens aujourd'hui ils vont le faire en le stockant globalement sur leur machine, mais vous avez plein d'outils qui vous permettent de stocker et de partager en interne dans votre entreprise ou avec vos proches les templates. L'autre truc, c'est est-ce qu'on est déjà on est déjà dans le cadre d'une discussion avec le modèle? J'ai entamé ma discussion avec le modèle, je lui ai posé des questions, il m'a répondu, j'ai demandé des questions supplémentaires. Bah, en fait, ça, ce sont des informations qu'on conserve et donc c'est ce qu'on appelle le situational context, donc le contexte de situation, c'est-à-dire globalement dans quelle situation est-ce qu'on se trouve et donc c'est dans ça qu'en fait, on va garder de manière générale les informations liées à l'historique de la conversation. Donc, savoir quelles sont les questions qui ont été posées avant, dans quel état on est de manière globale dans la discussion. Ensuite, des informations aussi également liées à l'utilisateur. Par exemple, je vais donner un exemple. Je vais me connecter sur un site web, un site de e-commerce. J'ai un exemple plus tard qui va me montrer. Je vais poser des questions relatives en disant, OK, où est-ce qu'elle est ma commande XYZ que j'ai faite le 1er juin de cette année? Bah, en fait, moi, en me connectant, j'aimerais que ces informations-là soient uniquement mes informations, qui soient passées au modèle et que ce ne soient pas les informations de mon frère ou de ma femme ou de mon fils ou peu importe, qui soient passées. Donc c'est là aussi, en fait, on peut fournir au modèle à ce moment-là des informations liées au contexte, liées à la requête, c'est-à-dire liées à l'utilisateur. Ensuite, est-ce qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour le modèle pour pouvoir répondre à ces questions? C'est-à-dire des informations qui potentiellement n'ont pas été utilisées pour entraîner le modèle. Et donc, par exemple, si vous prenez le cas de l'analyse de marché dans une entreprise bancaire ou financière, ben, ils vont avoir des documents en interne qui vont pouvoir être passés potentiellement au modèle pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sémantique contexte. Donc, on a trois niveaux de manière générale, c'est les instructions qu'on va donner, donc c'est globalement le prompt que vous allez taper. Le contexte, d'un point de vue situationnel, c'est-à-dire où est-ce que je suis, dans quel contexte que je suis, quel type d'application, quel type d'utilisateur et tout ça. Et ensuite, le contexte sémantique qui va être potentiellement plus lié en fait au domaine d'application. Donc, par exemple, le contexte sémantique dans le domaine financier, ça va être des informations pour comprendre c'est quoi le marché. Dans le contexte médical, ça va être par exemple des explications, des documents qui expliquent des maladies, des médicaments, des process et ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça globalement qu'en fait, on différencie les données. C'est que globalement, en fait, l'utilisateur va envoyer des requêtes à son application. Son application va faire de l'inférence au modèle. Mais avant d'envoyer les requêtes au modèle, en fait, on va avoir tout un ensemble d'informations, de données contextuelles qui vont permettre en fait d'améliorer les réponses
les réponses du modèle. Donc, ces 3 données sont globalement ce qu'on appelle le contexte behavioral context, donc globalement le prompt. Ensuite, situational context, où est-ce que je suis, dans quel contexte applicatif je suis, quel est l'utilisateur, quelles sont les informations qu'il a, quel est l'historique qu'on connaît sur cet utilisateur, quelles sont les conversations précédentes qu'on a eues, et ensuite le sémantique contexte qui est lié plutôt à notre domaine. Donc, c'est ce qui globalement permet en fait de manière générale, en packageant les informations de l'utilisateur, plus ces informations-là qui va nous permettre d'avoir un prompt qui va être engineeré, donc qui va avoir plus de valeur et plus de puissance dans la réponse. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Donc là, on a notre utilisateur qui fait sa requête. Il envoie l'application. L'application récupère les différents types de contextes. Il envoie le prompt généré au modèle. Donc le modèle va arriver avec plus d'informations. Enfin, il va recevoir plus d'informations que le prompt initial. Donc, il va être enrichi d'informations liées au prompt initial. Le modèle va répondre et la réponse va aller à l'application. Et donc, c'est tout ça qui va permettre d'avoir en fait une sorte de un pattern qu'on appelle le in context learning, qui va utiliser globalement du RAG. Donc vous allez m'entendre dire RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Globalement, c'est comment est-ce que je récupère des informations euh, annexes qui ne sont pas dans la mémoire du modèle pour enrichir le modèle. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, il y a des choses qu'on peut faire de manière, c'est globalement de manière plus avancée, où globalement on va changer des choses, on va améliorer des choses. C'est-à-dire qu'avant, on avait également, c'est au niveau de notre application, supposons qu'on écrive une application, qu'on soit responsable de l'application, c'est dans notre application qu'on donnait les prompts, qu'on donnait le contexte situationnel et qu'on donnait le contexte sémantique. Pour avoir quelque chose d'encore plus puissant et d'encore plus simple à utiliser, ben, vous avez en fait des types. Alors là, vous allez voir de manière générale, ça c'est on donne, c'est le RAG, et vous voyez qu'au niveau du LLM, c'est un LLM simple. Par contre, vous pouvez également déplacer le sémantique contexte au niveau du modèle. Et là, ce que vous allez avoir un modèle fine-tuné ou un modèle qui a été entraîné. Donc, qu'est-ce que ça va changer? La différence entre les deux, c'est qu'en fait, ça, ce sont des modèles qui vont être pris. Vous allez prendre un modèle, par exemple, Meta, de Meta, par exemple, qui est Facebook, et vous allez l'entraîner en disant, OK, toi, tu as un modèle, tu sais répondre à des questions génériques, mais je vais prendre mon contexte sémantique, c'est-à-dire mes données, et je vais fine-tuner pour que ce modèle soit spécifique à mes use cases, spécifique à mon besoin, qu'il connaisse mon métier, qu'il sache répondre avec le langage interne de l'entreprise. D'une entreprise à une autre, même si deux entreprises travaillent dans le même domaine financier, chaque entreprise a son jargon interne, sa sauce interne, sa manière de parler. Donc, on peut fine-tuner le modèle pour que quand ils répondent en ayant ce langage-là. Donc, ça peut être avec des données de type ce qu'on appelle des données label data ou raw data. Label data sont des données qui ont été labelées. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, on va dire ce sont des données. Donc, on peut fine-tuner le modèle ou alors on peut entraîner un modèle complètement from scratch. Alors ça, c'est beaucoup plus coûteux et ça demande beaucoup plus de compétences, mais globalement, c'est aussi une possibilité. Donc, on se retrouve un peu dans le même type d'architecture où globalement, la différence entre les deux, c'est qu'au lieu d'avoir quelque chose au niveau du RAG où c'est le prompt qui est ingéré avec les informations de contexte sémantique, là, en fait, on va déplacer les informations de contexte sémantique au niveau du modèle qu'on va fine-tuner et qu'on va entraîner. OK? Alors, question suivante. Alors oui, slide suivante, pardon. Alors, comment est-ce qu'on peut fournir ces informations-là? Donc, c'est quelque chose que j'expliquais tout à l'heure. C'est des choses déjà que, par rapport à ce que j'ai dit, on le revoit un peu plus de manière différente, en fait. Donc, on a 3 niveaux ou 3 moyens, on va dire, de manière général, haut niveau, sur comment est-ce qu'on peut fournir des données spécifiques à notre modèle, pour se différencier de nos concurrents ou de la concurrence. La première chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est, le contexte, passer le contexte, au moment de la requête, donc ça, c'est ce qu'on utilise de RAG. Ensuite, on a les 2 autres qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est globalement comment fine-tuner un modèle ou alors comment entraîner un modèle from scratch. Donc ce sont ces 3 grandes catégories et vous allez voir que globalement, la la majorité des applications, la majorité des usages qu'on a aujourd'hui, sont des usages où en fait, on fait principalement du RAG. On a quelques personnes qui font du fine tuning et on a encore moins de personnes qui font de l'entraînement de propres modèles. Pourquoi? Vous allez voir les 2 choses, c'est que d'un côté, au niveau de l'adoption, quand vous êtes sur l'adoption, hem
c'est très facile en fait de mettre en place du RAG. C'est très facile de fournir des informations contextuelles supplémentaires avec mon modèle pour lui permettre en fait de répondre à des questions plus avancées. Quand vous commencez à fine-tuner du modèle, ça commence à rentrer un peu plus dans la technique, avec un peu plus de dépendance, avec un peu plus de complexité, alors que quand il faut entraîner son modèle, là c'est carrément une autre paire de manches d'un point de vue complexité. Et pareil, vous allez voir de l'autre côté au niveau de la, de la valeur apportée. C'est sûr qu'un modèle qui a été complètement entraîné pour vos use cases aura une meilleure réponse que des modèles génériques qui auront été augmentés. Donc là, quand on travaille, on essaie de trouver globalement la balance entre ces deux, sachant que aussi, d'un point de vue coût, le RAG coûtera beaucoup moins cher qu'entraîner son propre modèle de Generative AI. Alors, comment on passe, maintenant qu'on comprend un peu ces différents catégories pour passer les données, on va regarder un peu plus en détail, globalement, comment on peut utiliser le RAG, comment le RAG s'utilise derrière. Alors, on va prendre un exemple d'une interaction où globalement, on va dire, ben, moi, je suis Bob, donc je me connecte sur l'application de, mmh, de d'assurance, par exemple, de mon assureur et je dis: «Ah, écoute, je suis intéressé pour prendre une assurance». Donc le modèle, il va répondre. Donc moi, je suis Bob à droite. À gauche, vous avez le modèle. Il va dire: «Ah, bonjour Bob, je suis heureux de pouvoir vous aider avec, pour l'achat de l'assurance, automobile. Je sais que vous avez ce modèle de véhicule. Vous conduisez un modèle de 2021 BMW X3 et que vous vivez au 123, Main Street, Anytown, Florida, US. Est-ce que c'est correct?» Donc ensuite, vous allez voir 3 points, c'est des informations où globalement ça va échanger entre Bob et le modèle. Et basé sur ça, bah, le modèle va dire, bah, écoutez, j'ai deux types d'assurance que je peux vous proposer, une assurance ABC, une assurance XYZ. Donc ça, c'est globalement ce que le modèle va proposer. Maintenant, on va regarder en détail, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait under the hood, c'est-à-dire globalement derrière, behind the scene, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez l'utilisateur qui va faire une requête de prompt en disant, bah, je suis intéressé par avoir une assurance. Alors là, on va commencer dans les différentes pattes les différentes étapes de prompt engineering. Vous vous rappelez, on avait différents types de contextes. La première chose que vous avez parlé, c'était les instructions au modèle, donc le prompt. Donc en termes de ce qu'on appelle le behavioral context, c'est-à-dire globalement, vous dites au modèle qui est-ce que tu es, ta, ta fonction. Et là, on lui dit, voilà, tu as un agent conversationnel pour la marketplace d'assurance Horizon Guard, et puis tu réponds aux questions qui sont posées par les clients et tu essaies voilà, de les aider de manière sans biais. Donc vraiment, tu demandes aussi à l'utilisateur de confirmer tes réponses. Donc vous vous rappelez, il lui a posé la question, ah, je sais que tu es telle personne, je vois le véhicule que tu conduis et que tu habites où. Est-ce que c'est juste ou pas? Donc l'humain, donc ça permet d'avoir une certaine conversation entre le modèle, donc entre le bot dans ce cas-là et l'humain. Donc ça, c'est les instructions modèle. Ensuite, on donne des informations de contexte situationnel. On dit, ah, attention, donc ça, c'est des informations qu'on va récupérer au niveau de l'application. On va regarder dans notre base de données. On va voir que, par exemple, l'utilisateur, par exemple, ça peut être depuis l'application qui va se connecter. Donc, depuis l'application, on récupère son utilisateur ID, son ID. On dit, ah, voilà l'ID de Bob. Bob, dans notre base de données de nos utilisateurs, ben, évidemment, Bob, c'est un humain. On voit son adresse, on voit qui est dans sa famille, on voit où est-ce qu'il habite, on voit quel genre de véhicule il a. Donc ça, c'est des informations, par exemple, qu'on va aller récupérer d'une base de données. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, maintenant, vous avez la sémantique. On va dire, ah, attention, maintenant, modèle, quand tu vas réfléchir, ben, en fait, on a plusieurs types d'assurances. Et globalement, les assurances auto sont celles qui sont le plus demandées. Et globalement, chaque État veut qu'on ait une assurance auto. Mais si tu as besoin d'informations, ben, regarde cette page HTML dans laquelle on a des informations supplémentaires. Donc, vous voyez, ça, toutes ces informations-là, c'est des informations qui, au niveau de l'application, que nous, on va rajouter pour enrichir, en fait, la requête du client. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on va prendre behind the scene au niveau du modèle et dire, OK, ben, en fait, on envoie ça au modèle. Le modèle va récupérer toutes ces informations en comprenant qu'il est un agent conversationnel, qu'il a affaire à Bob qui habite à XYZ et qui a telle ou telle personne dans sa famille avec tel ou tel véhicule. Il sait que pour répondre aux questions des assurances et tout ça auto, il sait quel document il a et globalement, il a la question. Et donc ça, le modèle récupère toutes ces informations-là et c'est à partir de ça maintenant qu'il va pouvoir répondre aux questions. Alors,
Ça, c'est vraiment la chose, si tu devais retenir quelque chose aujourd'hui, d'un point de vue RAG, c'est vraiment ce slide-là, sur la partie prompt engineering avec les instructions modèles, donc le prompt, le contexte, la sémantique et la question des utilisateurs. Et souvent, ce qu'il y a au-dessus là que vous ne voyez pas, c'est ce qu'on appelle aussi souvent, vous allez entendre souvent parler de ça, le système prompt. Globalement, c'est un prompt qui est mis en place par les pour tout LLM, vous avez un système prompt qui met en place en fait des directives ou des actions que le modèle doit prendre pour répondre à la question de l'utilisateur. Donc, quand vous vous connectez sur ChatGPT, sur Claude, sur Bedrock et tout ça, et que vous tapez votre question, il y a plein de choses qui sont enrichies avant d'être envoyées au modèle. OK? OK. Alors, slide suivant. Donc, ouais, ça, c'est ce qu'on a dit. Donc, pour revenir, vous avez plusieurs moyens on va dire, de coder ou d'implémenter ce RAG-là. Globalement, vous avez ce qu'on appelle avec un framework qui s'appelle LangChain, qui est un framework qui vous permet en fait d'enrichir vos requêtes vers un modèle de manière programmatique. Et vous avez aussi les frameworks sur AWS avec AWS Bedrock Agent, par exemple, et qui va permettre d'écrire des agents pour pouvoir faire ce genre d'interaction. Et globalement, vous avez derrière ce qu'on appelle des knowledge bases, c'est globalement une base de données avec les connaissances métiers que l'on veut avoir. Et globalement, c'est juste un mapping qui vous explique comment on passe d'un aspect conceptuel avec le prompt, le contexte sémantique et le contexte situationnel. Alors, on va faire un peu plus technique, on va parler rapidement un peu plus d'un point de vue architecture, mais globalement, voici un peu l'architecture pour tout ce qui est context engineering, donc tout ce qui est RAG. Donc vous avez une ligne pointillée au milieu, vous allez voir, vous avez le contexte situationnel, le contexte sémantique et le modèle de generative AI. Et donc ça, c'est les 3. Et en fait, donc à droite, c'est tout ce qu'on a vu au début. C'est globalement, l'utilisateur envoie sa requête au modèle, enfin à l'application. L'application va récupérer des prompts templates qu'elle aura stockés quelque part. Elle va récupérer un historique de conversation. Elle va enrichir la requête de l'utilisateur. Ensuite, elle va récupérer des informations, au niveau du contexte situationnel, au niveau du contexte sémantique et toutes ces informations-là vont être passées au modèle Generative AI. Maintenant, l'autre question, c'est de dire oui, mais en fait, comment est-ce qu'on construit tout ce qui est contexte situationnel ou contexte sémantique? En fait, vous avez tout un process qui est le process à droite où on va avoir des données structurées, non structurées qui vont être ingérées dans un data lake ou dans un data warehouse qui vont être processées pour être cleanées, donc avoir des ETL, des pipelines ETL pour pouvoir extraire sa donnée et les mettre dans ces briques de contexte situationnel et sémantique pour être ensuite utilisées par le modèle. Donc globalement, c'est ce qu'on appelle un RAG pipeline. Globalement, c'est comment on récupère ces informations à gauche et à droite pour pouvoir les fournir à nos différents composants. Et donc là, comment ça fonctionne? Une fois que c'est dit, bah, en fait, l'utilisateur, il fait sa requête. Donc c'est on récupère les prompts templates qui sont relevant, donc qui ont du sens. On récupère, l'historique, des conversations, le contexte situationnel, le modèle, le contexte sémantique et ensuite, en fait, on invoque le LLM, donc le modèle et ensuite on a la réponse, une fois qu'on a aussi updaté l'historique. Donc ça donne une idée au niveau mais en fait, comment est le flow quand vous faites une requête avec un contexte situationnel RAG? Là, c'est juste des exemples, pour ceux qui sont familiers ou pas de quel type de services, peuvent être utilisés d'un point de vue AWS pour stocker ce type d'informations. Ça peut être des bases de données documentaires, ça peut être du SQL, NoSQL, ça peut être, des vecteurs de bases de données. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste dans la slide suivante. Ce qu'on appelle des vecteurs data store, c'est globalement comment est-ce qu'on store les données. Alors là, on va parler d'embedding, je ne vais pas rentrer dans trop le détail, mais globalement l'embedding, c'est une manière de dire: «OK, comment est-ce que les modèles de LLM reconnaissent les informations de la donnée?» Globalement, comment est-ce qu'ils donnent une valeur sémantique à de la data? Là, par exemple, vous allez voir, il va prendre des informations, plusieurs informations qu'on va tokeniser. Tokeniser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va globalement les transformer en chiffres et on va les vectoriser, c'est-à-dire qu'on va faire des vecteurs de données. Si vous vous rappelez vos cours de maths au lycée ou à l'université, des vecteurs de données. Donc en fait, quand vous donnez de la data à un modèle ne sait pas lire
de texte. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'il comprend cette information-là? C'est qu'il met des vecteurs. Ensuite, une fois que ces vecteurs sont stockés, mais en fait, ces vecteurs sont stockés, là, c'est un truc de simplification où globalement, les vecteurs sont stockés en 2 dimensions, mais c'est des choses qui vont à des millions de dimensions. Et en fait, comment il fait? C'est qu'il va dire: «Ah, attention, une assurance auto et une, auto insurance and car insurance, d'un point de vue vectoriel, ils sont proches l'un de l'autre, donc ça veut dire la même chose, en fait». Donc c'est comme ça qu'en fait, il va récupérer ces informations-là. Donc un modèle de LLM, de machine learning, ne comprend pas l'anglais, il ne comprend pas le français, il ne sait pas ce que vous dites, il ne comprend que des chiffres. Et comment ces chiffres sont stockés de manière compréhensible pour le modèle? C'est en utilisant des vecteurs de base de données. Donc, les données sont euh, vectorisées, donc tokenisées, vectorisées, donc mises dans des vecteurs, et ensuite ces vecteurs sont stockés dans des bases de données vectorielles. Et donc, d'un point de vue stockage de données, non, pareil, je ne vais pas en rentrer trop dans le détail, mais ce sont quelques services AWS qui permettent aujourd'hui de stocker ces informations-là. Donc, quand vous lui donnez des informations, PDF, Word et tout ça, il va les prendre, il va les lire, il va les mettre dans des vecteurs et il va les stocker dans des bases de données vectorielles. Et quand vous lui dites assurance auto ou, je prends en anglais parce que c'est plus simple, auto insurance or car insurance, il sait que les deux sont similaires parce qu'ils sont très proches d'un point de vue vectoriel. Donc, quand vous dites l'un ou l'autre, il va pouvoir vous renvoyer les informations des deux. Ensuite, pourquoi le choix? Pareil, le choix vraiment va dépendre de votre familiarité, de la flexibilité, de globalement la facilité à implémenter. On fournit plein d'outils sur AWS qui facilitent l'implémentation de ça, mais bon, globalement, on va dire de manière générale, il y a plusieurs critères qui vont vous permettre d'utiliser ça. Par exemple, on avait vu dans la slide précédente qu'on avait ça sur PG Vector, sur PostgreSQL. Donc, si vous avez déjà une base de données qui utilise Postgres et que vous êtes familier avec PostgreSQL en interne, bah, c'est beaucoup plus facile pour vous d'implémenter ça en utilisant les fonctions PG Vector. Ouais, pareil, là, c'est des services AWS, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc, ouais, c'est pareil, des services. Alors là, on avait vu le RAG, il nous reste 5 minutes. Je vais parler rapidement de tout ce qui est foundational model, donc pour ce qui est vraiment le fine-tuning. Donc, on va se retrouver en fait avec la même architecture, ingestion des données, stockage des données, euh, avec des services où on va avoir du situational context et globalement notre modèle de generative AI. La principale différence, en fait, c'est que pour fine-tuner les informations qui sont stockées dans un data lake ou un data warehouse, on va faire soit de human labeling, c'est-à-dire soit on va labeler les données, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on va on va traiter les données. Je vais simplifier ça, cette partie-là, c'est là où on traite les données, on prépare les données. Ces données sont envoyées encore dans un endroit où on va les stocker et on va utiliser ça maintenant pour entraîner le modèle, soit pour fine-tuner. Donc là, on aura notre modèle propriétaire. On va prendre un modèle LLM de base on va utiliser nos données et on va le fine-tuner. On aura un modèle custom qui saura répondre beaucoup plus spécifiquement à nos besoins qu'un modèle général. Et donc, globalement, on a on va dire une architecture de design hybride. Globalement, on a entraîné son propre modèle. Vraiment, ça, c'est quand vous avez des choses qui ont un domaine spécifique. Ensuite, vous avez le fine-tuning. Quand vous devez changer, donc le premier truc, c'est vraiment, on ne change pas beaucoup le modèle. On ne change pas beaucoup les données. Je prends en médecine, par exemple. On va dire que le domaine médical, vous ne créez pas de nouvelles maladies tous les jours, on ne crée pas de nouveaux médicaments tous les jours. Donc, c'est des données qui qui ne changent pas de manière fréquente. Donc là, on peut entraîner un modèle spécifique sur des données existantes pour le rendre beaucoup plus performant. Ensuite, si on a des données qui changent un peu plus souvent, on peut regarder du fine-tuning. Si on a des données qui sont des données qui sont vraiment real-time, et ça, c'est ce que vous allez voir quand vous utilisez, par exemple, les modèles en ligne, ChatGPT, OpenAI, Gemini et tout ça, et qui vont répondre à des questions en cherchant des données sur Internet. Par exemple, si vous lui dites, il y a eu un match hier, euh, qui a été le vainqueur du match et combien de buts ont été mis, ben en fait, ça n'a pas été donné. Le modèle, par exemple, il a été entraîné, par exemple, en janvier. C'est là où on a eu le cut-off, data cut-off, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toutes les données qui viennent après sont des données que le modèle ne connaît pas dans ta base, on va dire, dans sa connaissance. Donc, toutes les informations que vous allez lui demander au-delà, ça va être des informations qui vont être des informations quasi real-time, qui ont eu lieu après, qui ont eu lieu hier, qui ont eu lieu en ce moment. Et donc, c'est là où vraiment le RAG apporte en fait toute sa force. Donc voilà, pour tout ce qui est vraiment les stratégies, il faut vraiment avoir en tête que globalement, avoir une stratégie
donner, pour tout ce qui est modèle, de generative AI, il faut que ce soit compréhensif. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'elle puisse utiliser des données structurées et non structurées. Aujourd'hui, les gens beaucoup ont tendance à utiliser que des données structurées, mais il y a énormément de valeurs qui viennent des données non structurées, notamment tout ce qui est, documents PDF, documents Word. Ce sont des documents ou images, vidéos, photos. Donc on peut faire énormément de choses avec de RAG, où beaucoup de gens là aujourd'hui, ils ont tendance à juste penser à leur base de données. Mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser dans vos entreprises, notamment tout ce qui est process, documentation qui peuvent être utilisées. Ensuite, tout ce qui est unification. Quand vous avez une entreprise qui a énormément de données, ben, en fait, il est bien d'utiliser toutes ces données-là pour avoir un contexte global. Je donne un exemple, vous avez des données qui sont de la finance, vous avez des données qui sont du risque, vous avez des données qui sont de la compliance. Toutes ces données-là peuvent être utilisées, intégrées ensemble et fournies au modèle pour donner quelque chose qui va être beaucoup plus complet. C'est-à-dire que quand vous allez demander des questions au modèle, il va garder en mémoire les aspects de risque, les aspects de compliance qu'il va intégrer avant de vous donner une réponse. Ensuite, il faut vraiment avoir quelque chose qui est vraiment sécure et responsable, c'est-à-dire globalement mettre en place aussi des garde-fous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille dans le domaine IT. Si on a un LLM, je ne suis pas censé poser des questions, je ne suis pas censé avoir accès aux données financières de l'entreprise, aux données de vente de l'entreprise. Pareil, il faut faire attention aussi quand vous uploadez vos fichiers en ligne. C'est des données que vous mettez à disposition des modèles pour être entraînés. Donc, il y a des choses à mettre en place d'un point de vue sécurité, d'un point de vue compliance, pour vous assurer que voilà, vos données sont sécures et que vos prompts aussi ne soient pas, on va dire, contre gérer le biais aussi lié à ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous donne une vue un peu plus claire de ce qui est possible de faire avec les données. Des différentes stratégies, que ce soit la stratégie RAG, la stratégie fine tuning ou la stratégie, training et de voir globalement comment est-ce qu'en utro en faisant une implémentation RAG, vraiment la chose qui est le plus à retenir, c'est vraiment cette slide pour moi. C'est la slide la plus importante. C'est globalement parce que vous allez voir, c'est dans 80 je parle de nous, utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs globalement qui vont entraîner des modèles. Dans 99 des cas, c'est ce qu'on va faire. Donc comprendre cette slide en comprenant que quand on fait notre query, notre requête au modèle, il y a énormément de choses qui peuvent être ajoutées pour rendre notre modèle plus performant avec la technologie RAG. C'est vraiment ce slide-là qui a à garder en mémoire. Donc, vraiment n'hésitez pas et sinon je suis disponible aussi sur LinkedIn. Vous pouvez me rajouter, je vais rajouter mon profil LinkedIn et puis s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur LinkedIn. Alors mon LinkedIn, je le mets dans le chat pour ceux qui sont connectés. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est Cheikh Mahaman sur LinkedIn.